Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 36e numéro d'Entre nous soit dit. La crise financière se développe actuellement sur l'ensemble de la planète. Les conséquences vont être très importantes, sans aucun doute, à la fois aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en France, en Europe, dans les pays émergents. Et pour analyser cette situation, et d'une façon plus générale, pour analyser les perspectives de la finance internationale et surtout leurs répercussions sur nous, Français, sur notre pays, j'ai invité Jean-Christophe Munich. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Claude. Économiste, journaliste et écrivain, et un de nos esprits les plus brillants et les plus acérés, et en plus quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, ce qui est toujours un atout dans ce monde de langue de bois. Donc, mon cher Jean-Christophe, nous sommes dans une situation qui devient chaque jour plus préoccupante. Les places financières sont secouées par une tempête qui ne semble pas s'apaiser, même si ici ou là, telle initiative de la Banque centrale américaine ou européenne d'ailleurs, dans le sens parfois négatif, joue sur les cours de bourse. Mais surtout, il y a des problèmes de fond que nous sommes obligés d'essayer de comprendre pour savoir ce qui va se passer. Et la première des questions que j'aimerais vous poser consiste à savoir si nous sommes face à une crise réellement profonde, quasiment systémique, et deuxièmement, à quoi elle tient véritablement, parce que certes, on nous a dit que les subprimes, c'est-à-dire les prêts hypothécaires américains, sont à l'origine de la crise, mais manifestement, c'est une crise qui va beaucoup plus loin. Alors qu'en pensez-vous ? Oui, les raisons qui sont données à cette crise, effectivement, sont comme souvent trop synthétiques et même erronées. On prend l'écume des vagues et on en déduit que c'est la raison de cette grosse houle. J'étais assez frappé de constater que les premiers commentaires après le grand plongeon du lundi noir, qui restera comme un lundi noir, c'était que le plan Bush avait déçu. Le plan de relance Bush aurait déçu, ce qui est absurde, mais les médias de toute la planète aiment bien blâmer George Bush pour tout ce qui se passe. C'est la même chose lorsque ça brûle dans les banlieues. On dit que c'est de la faute de Bush parce qu'il a envahi l'Irak. Alors les raisons sont bien évidemment beaucoup plus profondes que cela. Et malheureusement, ce que nous disent les gouvernants est très en dessous de la réalité. Alors il n'est pas évident d'ailleurs que les gouvernants, je pense à Madame Lagarde en particulier, mentent de manière délibérée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient conscience de l'ampleur du phénomène et de ce qui est en train de se passer. Je crois que ça demande énormément de réflexion et si on n'a pas suivi ces problèmes pendant des années, eh bien, ils sont en droit d'être relativement désemparés. Je crois que les explications, en fait, il faut remonter loin. Il faut remonter en fait au surendettement, je crois, des États et de l'ensemble de la planète. Mais ce n'est pas uniquement l'endettement des particuliers qui ont voulu s'endetter pour acquérir de l'immobilier. On voit par exemple dans l'affaire de la Société Générale approvisionner 2 milliards d'euros de pertes pour les subprimes, mais 5 milliards d'euros de pertes pour une escroquerie qui a été commise au sein de ses propres services. 5 milliards d'euros, c'est colossal, c'est 35 milliards de francs qui ont disparu des comptes de la Société Générale parce qu'il n'y a pas de système de reporting et parce qu'il n'y a pas de système de contrôle. Et donc en fait c'est une société qui dans son ensemble, le système financier mondial, ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus l'endettement, on conçoit des produits qui sont tellement compliqués que même leurs inventeurs, à part quelques mathématiciens, ne comprennent pas de quoi ils retournent. On ne se rend pas compte qu'on titrise de la dette, on la vend à une autre banque, cette banque l'intègre dans ses propres produits de capitalisation et vous la revend là où on pensait s'était débarrassé de la patate chaude. Des banques américaines se sont retrouvées avec leurs propres subprimes à l'intérieur de leur compte. Et donc c'est un monde qui est devenu beaucoup trop complexe et qui vit à crédit. Et forcément, eh bien, il doit y avoir une correction.
Ça c'est une crise d'ailleurs que beaucoup ont vu venir. Il suffisait de lire les écrits de Nicolas Bavray il y a quelques années, dès 97. Il a longuement expliqué ces phénomènes. Les États-Unis sont devenus la locomotive du monde. On a connu à ce moment-là une crise financière internationale et les États-Unis ont ouvert largement leurs frontières et sont devenus la locomotive du monde et se sont endettés. Alors cette logique a permis pendant 10 ans de maintenir une croissance mondiale très forte. Aujourd'hui, l'Amérique arrive en bout de course, elle ne peut plus poursuivre dans cette logique-là, donc c'est à d'autres de prendre le relais. Le problème, c'est que les autres ne sont pas capables de prendre le relais. On parle beaucoup de l'Inde, de la Chine. Je ne vois pas que ces sociétés, ces pays aient des systèmes bancaires suffisamment verrouillés. On sait qu'il y a énormément d'obligations pourries. Le système bancaire chinois n'est pas du tout fiable. Oui, c'est très restreint. Oui, pour l'instant, c'est très restreint, même s'ils ont d'énormes réserves monétaires. Mais ils ont un système financier. Les Chinois jouent beaucoup, la bourse monte très vite, pour eux c'est comme un casino, etc. Oui, ils ont eu trois cracks en un an. De 8, 10, 12%, ça ne les a pas empêchés de continuer, mais enfin c'est un système qui est quand même instable. Oui, et donc je ne pense pas que les Chinois aient les reins suffisamment solides pour prendre le relais des États-Unis, et je ne crois pas non plus que l'Europe, qui est très endettée, puisse également le faire. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on sous-estime. On nous parle beaucoup de l'endettement des particuliers qui auraient acheté de l'immobilier et des banques qui ont vendu des produits que ne comprenaient pas les épargnants, ce qui est une réalité, mais on oublie que ce sont le gros de la dette planétaire est aussi détenu par les États, et ce sont les États qui ne contrôlent plus leurs dépenses. L'État français dépense 20% de plus que ce qu'il ne reçoit en recettes. Et alors aujourd'hui, on a des propos. Bon, le président de la République a dit qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. François Fillon a dit qu'il était à la tête d'un État en situation de faillite financière. Ce sont des réalités, mais qui ne sont pas suffisamment expliquées aux Français. Et c'est pour ça que les fonctionnaires actuellement descendent dans la rue sans comprendre que nous sommes au bord d'une très grave rupture. Alors précisément, je voudrais à ce point de notre entretien saluer avec toute la déférence qui est nécessaire les propos de M. Eric Woerth, qui est le ministre du Budget, et qui, présentant les comptes qui ne sont pas encore définitifs de la dette, enfin, du déficit plutôt, qui va devenir de la dette de l'année 2007, et qui s'établissent à 38 milliards et demi officiellement, mais en réalité il y a 4 milliards qui n'ont pas été payés, donc on a un tout petit peu baissé le montant du déficit, à saluer de sa part, les compliments sont d'autant meilleurs qu'on se les attribue à soi-même, une maîtrise sans faille de la dépense. C'est tout à fait extraordinaire. On présente 40 milliards de déficit budgétaire et on a maîtrisé sans faille la dépense. C'est exactement le type qui est en faillite chez lui, en faillite personnelle. Il a des dettes partout, mais il a maîtrisé sans faille la dépense. Mais avec ce genre de déclaration, on se demande vraiment de deux choses. Une, ou bien ces gens n'ont plus les pieds sur terre, ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils disent, ou alors, et l'un n'empêche pas l'autre, ils spéculent sur la formidable passivité à la fois des médias, une passivité bien organisée d'ailleurs, et sur la passivité des citoyens, qui ne s'émeuvent pas. Il est vrai que pour un citoyen, 40 milliards d'euros, qu'est-ce que ça représente? Ils ne savent pas trop. Alors pour les aider, ça fait quand même 270 milliards de francs, ça va peut-être aider un peu plus à comprendre, et puis ça fait pratiquement les trois quarts de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, on dépense ça à peu près de trop. Voilà, petite parenthèse en passant. Alors revenons à notre affaire des déficits et d'autre part de la crise financière. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à la base de tout cela, il y a cette fameuse doctrine du retour sur investissement de 15% qui a régné sur l'économie internationale depuis très longtemps? C'est tout à fait contraire quand même à l'évolution de la productivité qui évolue chaque année à raison d'au mieux 2 à 3%. Et faire 15% annuellement de retour sur investissement, ça implique qu'on ne fasse pas cela sur la base de la production réelle, mais uniquement sur des flux financiers. Et c'est probablement cela qui a contribué à grossir la bulle et à couper totalement l'économie de ses fondements. Oui, il est certain que ce sont des rendements qui n'étaient pas obtenables, ou
très difficilement, enfin, sauf prouesse, on peut mettre la main sur l'État des... oui, l'État peut le faire, 15% d'impôt en plus, par exemple. Ouais. Mais enfin, Mais oui, non, il y a des sociétés, je Oui, sais pas, bien qui sûr. peuvent développer des technologies qui Bien connaissent sûr. une croissance énorme, mais le gros des entreprises dans le monde ne peut pas avoir une croissance de cette nature. Et donc effectivement, ça a cassé tout un tas d'entreprises qui ne trouvaient plus de financement alors qu'elles avaient une croissance régulière, et ça en a obligé d'autres à faire des manœuvres, des dissimulations, des acrobaties, et nous sommes en train de payer aujourd'hui. Mais pour revenir sur les fondements de l'économie, on a vu qu'il y avait vous l'avez cité en introduction, qu'il y a des décisions contraires qui sont prises par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Et tout le monde, de la même façon qu'on se rue sur George Bush, tout le monde se rue sur Monsieur Trichet. Je suis pas moi, j'ai tendance à penser, et beaucoup de monétaristes pensent la même chose, beaucoup de libéraux pensent la même chose, mais on peut le trouver que sur les sites libéraux qui sont la plupart du temps en anglais, où il y a peut-être l'Institut Turgot et quelques autres, où les auditeurs et les téléspectateurs pourront trouver des informations plus intéressantes et plus précises et des explications meilleures que celles qu'ils trouvent dans leurs journaux. Les taux d'intérêt ont été extrêmement bas après la période dont je vous parlais en 97. Donc non seulement les Américains ont accepté d'être le lieu où se déversaient tous les produits de la planète et donc d'avoir un déficit commercial phénoménal, mais ils ont aussi énormément abaissé les taux d'intérêt, ce qu'avaient déjà fait les Japonais auparavant, et sans succès. Alors la baisse de ces taux d'intérêt a permis de financer bien sûr beaucoup plus facilement tous les projets économiques, et ce qui a créé, il n'y a plus de différenciation entre les bons et les mauvais projets, entre ceux qui étaient très rentables, ceux qui l'étaient moins, ceux qui l'étaient pratiquement pas, parce que comme l'argent était très bon marché, eh bien beaucoup de projets ont été financés et qui avaient une rentabilité qui était incertaine. Et donc ça a créé un afflux de liquidités au sein de toutes les entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer cela. C'est pour ça que la position de M. Trichet est loin d'être absurde. C'est-à-dire que lui dit qu'il y a des menaces inflationnistes qui sont très fortes. L'inflation est énorme, elle est très supérieure à ce que mesurent les indices de l'INSEE, qui à chaque fois que votre écran télé plasma, le prix en est divisé par 2 tous les 6 mois, vous explique que les prix baissent, alors qu'en fait vous allez prendre un écran qui est d'une génération, qui est plus grand, qui est d'une meilleure qualité technique, mais vous l'aurez payé rigoureusement le même prix, mais eux vont considérer que vous l'avez payé 2 fois moins cher. Et donc il y a une distorsion dans la hausse des prix, mais par contre la hausse des prix, on peut la constater sur le blé, sur le lait, sur le pétrole, sur toutes les matières premières, donc qui étaient énormes. Et donc M. Trichet a raison de lutter contre l'inflation, contre ce grand retour de l'inflation. Donc c'est pour ça que quand on parle de manière schématique dans les médias, c'est de la faute du plan de Bush de relance ou c'est de la faute de M. Trichet, ça n'est en rien la faute ni de M. Bush ni de M. Trichet. Le système est beaucoup plus complexe et ce sont des problèmes globaux, planétaires, d'une économie qui s'est construite sur des facilités monétaires excessives. Alors on peut effectivement se rapporter à la politique qui a été menée par Alan Greenspan. On lui reproche beaucoup actuellement d'avoir en quelque sorte laissé les taux trop bas et donc d'avoir permis un afflux d'argent. Ce à quoi il répond d'ailleurs dans ses mémoires qu'en réalité la Banque centrale n'a pas beaucoup de pouvoir sur... Il y a beaucoup d'argent et cet argent se place. Il donne même l'exemple d'une décision qu'ils avaient prise, le comité monétaire de la Réserve fédérale, de hausse des taux qui n'avait produit qu'un effet très très rapide, très bref, et l'argent avait continué d'affluer parce que les pétrodollars, l'argent gagné par la Chine, etc., finissent d'une manière ou d'une autre par aller à la recherche d'investissements productifs. Et quel est le meilleur investissement productif que l'on puisse faire, sinon de se placer sur le marché américain où les firmes vont bien. Donc finalement, certes, Greenspan encourt une part de responsabilité. Il a en effet laissé les taux très bas, mais d'un autre côté,
on peut se demander si ça n'est pas, et vous le disiez très justement, l'endettement général et le fait qu'un certain nombre d'États détenteurs d'une richesse telle que le pétrole se sont littéralement enrichis de manière fabuleuse pendant toutes ces années, et qui est à l'origine de la bulle, de la bulle d'argent qui circule un peu partout. Mais il est évident aussi que là où il y a, je crois, une véritable responsabilité des autorités monétaires, c'est, et notamment américaines, c'est dans les produits dérivés. Je pense qu'ils ont fermé les yeux, d'ailleurs volontairement. Greenspan, dans son livre de mémoire, explique que finalement c'est très très bien ces produits dérivés, c'est vraiment ce qui permet le développement, etc. Et quand on lui a dit, mais vous avez vu ce qui se passe sur le marché hypothécaire, il a dit, ah mais là il y a eu des gens malhonnêtes. Bon, je suis désolé, mais quand les lois permettent que des gens soient malhonnêtes, c'est que les lois sont mal faites. Bon, en réalité, je crois que la vérité de tout cela, c'est qu'on a laissé, et vous l'aviez souligné tout à l'heure, on a laissé se développer des produits qui n'ont plus aucun rapport avec l'origine, leur propre origine, et que les gens ne savent plus ce qu'ils achètent. Et ça me fait penser à un film de Laurel et Hardy, dans lequel Hardy, non c'est Laurel je crois, explique, sur son ton génial et complètement déphasé, l'origine d'un objet. Et il dit, il me l'a donné à lui, je lui ai donné à elle, il m'a donné à moi, qui lui ai donné à elle. C'est exactement l'affaire des subprimes. On ne sait plus qui a quoi. Et du coup, maintenant, nous avons cette situation où les banques ne sont plus du tout en situation de dire ce qu'elles ont ou ce qu'elles n'ont pas. Et c'est là qu'on voit que, je dirais que le serpent se mord la queue, et on voit ceux qui sont à l'origine, finalement, de cet argent abondant, c'est-à-dire les fonds souverains, c'est-à-dire les fonds d'État, venir se placer dans les banques pour essayer de les renflouer, quoi. Donc on a un système qui, à mon avis, n'a pas fini sa purge, loin de là, et c'est là que je reviens à la question que je vous posais, est-ce que vraiment nous sommes dans une crise systémique ? Moi, j'ai tendance à le penser. Maintenant, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais je crois, comme le croit d'ailleurs le professeur Buchanan, prix Nobel d'économie, que cet endettement excessif va conduire à une énorme correction. Et alors, là où peut-être les gens ne mesurent pas parce qu'ils n'ont pas d'éléments de comparaison, par rapport à la crise de 1929, Olivier de Duclas, dans son livre Le krach programmé, dans ses premières pages, il y a un excellent comparatif entre la situation aujourd'hui et la situation juste avant la crise de 1929. Et si aujourd'hui éclate une énorme crise, et on peut penser que c'en est le début, eh bien, ça aura des conséquences très supérieures à celles de 1929, parce qu'au plus fort de la crise de 1929, il y a 40 millions d'habitants en France et il y a 300 000 chômeurs, au plus fort de la crise. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore entrés dans la crise, et nous avons, le chiffre officiel dit 2 millions et quelques chômeurs, en réalité plus de 5 millions, comme l'avait calculé Henri Guénaud, la plume du président de la République, du temps où il était secrétaire général du plan. Et donc, et même on atteignait des chiffres de l'ordre de 6,5 millions, qui sont peut-être un peu réduits depuis, mais on doit avoir en gros 20 fois plus de chômeurs qu'au plus grave moment de cette crise de 1929. Qui plus est, à l'époque, le budget des États, la plupart des États occidentaux étaient très excédentaires, il y avait des excédents budgétaires, il y avait une trésorerie qui était forte, les entreprises elles-mêmes avaient de gros excédents budgétaires, il y avait une forte croissance du pouvoir d'achat de la population. Donc on était dans une situation qui était infiniment supérieure, infiniment plus saine pour encaisser le choc qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec des États qui sont surendettés. Rappelons que l'État français, avec le chiffre officiel qu'on nous donne de 2300 et quelques milliards d'euros de dette, rapporté à la population française, l'Argentine a fait faillite pour 167 milliards de dollars de dette. 2300 milliards d'euros, ça fait plus de 3000 milliards de dollars, c'est plus de 20 fois la dette de l'Argentine avant qu'elle n'ait fait faillite, et la population française c'est le double seulement
de la population argentine. Donc ça veut dire que les Français ont une dette sur leur dos chacun qui est 10 fois supérieure à celle d'un Argentin avant que les Argentins n'aient fait faillite. Donc c'est pour donner une image, puisque les gens ne finissent par ne plus rien comprendre, 30 milliards par-ci, et la Société Générale qui provisionne 7 milliards d'euros, on a l'impression vraiment que l'argent ne veut plus rien dire, et les gens sont prêts à payer des kilos de tomates, des fortunes, sont plus, enfin c'est peut-être la dernière chose dont ils se rendent vraiment compte, mais c'est vrai qu'avec l'euro, on a un peu perdu le sens de la mesure, et aujourd'hui je trouve que les chiffres qui sont donnés sont incroyablement préoccupants. En tout cas, ce qui est certain, et c'est ce que je retiens de votre exposé, c'est que pour aborder une crise, on a intérêt à être en bon état financier et en bon état économique, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est là qu'on peut probablement en vouloir à l'équipe actuelle, qui n'est pas évidemment responsable de la crise, pas plus qu'elle n'est totalement responsable de la situation actuelle, bien entendu, puisque c'est le fruit de 30 années de dérive. Mais on peut quand même reprocher au pouvoir d'avoir, pendant ces 8 à 9 mois qui viennent de s'écouler depuis sa prise de fonction, de s'être consacré à des réformes de caractère assez marginal, plutôt que d'engager des réformes de fond qui auraient mis la France en meilleur état pour supporter le choc de cette crise. Mais nous reviendrons au cours de la deuxième partie de cette émission sur cet aspect purement français. J'aimerais que nous continuions au cours de cette première partie à évaluer les aspects financiers et notamment les conséquences précisément de notre endettement par rapport à l'évaluation qui en est faite plutôt par les organismes de notation financiers. Alors ceux-ci, ils sont peu nombreux, il y en a 3 ou 4 essentiellement, ce sont des organismes américains. Et ils ont une virginité à se refaire, parce qu'ils ont été fortement engagés dans l'affaire des subprimes. Ils étaient à la fois les conseillers de ces organismes qui plaçaient des prêts hypothécaires auprès de gens de conditions modestes, et en même temps ceux qui les notaient. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de donner une bonne note à ses propres travaux. Et du coup, on peut se demander si maintenant les agences de notation ne vont pas devenir un petit peu plus rigoureuses. On a vu déjà les premiers effets sur certaines entreprises aux États-Unis, en particulier sur des entreprises qui garantissent les prêts. On les appelle les rehausseurs. Et certains se sont vus réduire leur notation. Et on peut se demander si la note de certains États très endettés comme la France, qui en plus ne dégagent pas d'excédent budgétaire, donc ne sont plus capables de rembourser leur dette, ne va pas baisser. Et du coup, les conséquences vont être graves, notamment en termes de coût de l'endettement. Qu'en pensez-vous ? Oui, d'abord vous avez raison de souligner que l'État français est très endetté. Il faut rappeler aux téléspectateurs que les déficits français sont les plus forts de l'Union européenne. Il faut rappeler aussi que par exemple un État comme l'État italien, dont on dit toujours qu'il est mal géré, que c'est le bordel italien, que sa classe politique n'est pas à la hauteur, il bordello, dégage les excédents primaires. C'est-à-dire que si on retire le paiement des intérêts de la dette, les finances de l'État italien sont aujourd'hui excédentaires, ce qui n'est pas le cas de l'État français. Une fois qu'on a retiré le paiement des intérêts de la dette, continue à dépenser plus qu'il ne gagne. Donc nous sommes dans la situation la plus défavorable de l'Union européenne, ce qui montre un peu l'ampleur de la menace qui est devant nous. Alors pour revenir à votre question sur les agences de notation, il est certain qu'elles se retrouvent dans la même situation que les cabinets d'expertise comptable au moment de l'affaire Enron, où comme ils étaient les clients de ces grandes entreprises, et ça a été le cas aussi pour l'Empire Vivendi de Jean-Marie Messier, où ces cabinets d'expertise comptable en fait certifiaient des comptes dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient faux. Mais ils étaient tellement rémunérés pour dire qu'ils étaient faux qu'ils finissaient par fermer les yeux. Et donc il s'agissait d'une véritable escroquerie. Il y en a beaucoup qui ont été obligés de changer de nom, de fusionner, de fermer, etc. Mais c'est une escroquerie. Les agences de notation sont rigoureusement dans la même situation à l'heure actuelle. Elles certifient les comptes des États, elles donnent des notes sur les emprunts des différentes entités publiques, sans vérifier l'état réel de ces endettements, la capacité de remboursement, est-ce qu'il y a une amélioration, etc. Et donc les notes qui sont données sont
bien trop supérieures à ce qu'elles doivent être. Et on commence à avoir aux États-Unis des épargnants qui perdent leur argent parce qu'ils ont prêté à des collectivités territoriales. Donc ça s'est passé avec le comté d'Orange dans les années 92-93 qui a fait faillite. Et ça s'est passé récemment avec la ville de San Diego qui avait dissimulé 2 milliards de dollars de dettes pour la retraite de ses employés municipaux, plus 2 autres milliards de dollars de dettes. Enfin bref, des comptes complètement truqués. C'est la même chose pour la ville de Miami aussi, qui a truqué complètement ses comptes pour pouvoir lancer des emprunts sur les marchés Même des villes internationaux. norvégiennes ont été atteintes par l'affaire des subprimes. Oui, Deux villes norvégiennes qui avaient, de façon vraiment bizarre, alors que la Norvège est pleine de pétrole, elle n'a pas besoin d'aller placer son argent auprès des acquéreurs de maisons modestes américains. Mais enfin voilà, c'est ça la folie du gain. C'est la folie. Et on voit par exemple des banques comme la UBS, Union des banques suisses, qui a pris 10 milliards de dollars. C'est la banque européenne qui a été le plus touchée par les subprimes. Alors que la tradition de la finance, de la banque suisse, on se dit quand on va placer son argent en Suisse que ça sont des pays qui, de tradition, n'achètent pas n'importe quoi, ce ne sont pas des pays frimeurs, ce sont des pays sérieux, ce sont des banquiers qui ont une réputation qui n'était pas jusqu'alors usurpée, mais on s'aperçoit que pour doper le rendement de leurs obligations qui étaient relativement faibles, eh bien ils ont préféré prendre des risques. Alors pendant un certain nombre d'années, ça s'est avéré payant, et puis il y a un moment où on paye l'addition. Et donc c'est très grave parce que ça montre qu'il n'y a plus aucune institution financière, il n'y a plus de pays dans lesquels on pourrait investir sereinement. Même en Suisse, on ne peut plus faire confiance aux banquiers. C'est dire l'ampleur des dégâts. On peut tout à fait basculer d'une société de confiance qui est complètement excessive à une société de défiance absolue, ce qui est un peu le cas actuellement où les banques ne se prêtent plus entre elles parce qu'elles se disent « dis donc toi qu'est-ce que tu as fait comme magouille parce que si tu connaissais les miennes » et donc ça revient exactement à ça quoi. Et si tu avais été encore plus escroc que moi Alors nous allons marquer une brève pause afin de permettre à nos téléspectateurs de faire les petits comptes qu'ils ont pris. Ils ont tous pris des notes, bien entendu, et donc sur un petit papier, il faut qu'ils convertissent les euros en francs, en francs, savoir ce qu'ils ont réellement perdu, ce qu'ils ont gagné. Et en attendant qu'ils aient un petit peu repris leurs esprits, nous allons nous reposer quelques instants et nous reprenons tout aussitôt le cours de cette émission. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Jean-Christophe Mounik. Jean-Christophe Mounik qui est économiste, journaliste et écrivain, et qui dispose en outre d'une capacité d'analyse peu courante actuellement, car la plupart des gens analysent les choses en fonction de ce qu'ils ont lu ou entendu le matin même, ce qui n'est pas tout à fait votre cas. Alors, nous allons maintenant en venir à l'affaire qui nous occupe, nous Français le plus, la situation de notre pays. Nous l'avons bien entendu situé dans le contexte mondial dont nous ne pouvons pas nous extraire ni nous exclure, mais il y a quand même toute une part de décisions que nous pouvons prendre, nous Français, dans notre pays, qui peuvent améliorer notre situation. Il va de soi qu'aujourd'hui, dans ce contexte de crise, ce sera encore plus difficile, mais comme je le disais dans la première partie, M. Sarkozy et son gouvernement se sont un petit peu amusés en chemin, si j'ose dire, pendant les 8 ou 9 premiers mois que nous venons de vivre. Et aujourd'hui, nous sommes d'une part face à une situation qui ne s'améliore pas. La croissance n'est évidemment pas repartie après le plan qui avait été annoncé à l'été dernier. Les déficits ne se sont pas réduits, la dette continue d'augmenter, et nous sommes en présence d'un plan que M. Attali vient de publier avec 300 et quelques mesures, 324 mesures, je crois. 315. 315. Je lui prête encore plus de mesures qu'il n'a été capable d'en Il n'a pas été capable d'en trouver une par jour, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Ça aurait été enfin, il a quand même fait des progrès, puisque les 110 propositions, il en était, je crois, un des principaux rédacteurs. Tout à fait. M. Mitterrand a
on a fait un usage parfait, parce que vous avez vu le résultat à l'issue des 2 septennats de M. Mitterrand, et puis aujourd'hui, M. Attali donc, est ressorti de sa boîte, et voilà qu'il nous présente plusieurs centaines de propositions. Alors, en réalité, nous sommes face à des propositions qui traînent dans tous les tiroirs depuis très longtemps. Quant au rapport, on en a eu autant qu'on en voulait, rapport Cantu, rapport Pebro, sans parler de tous les rapports, souvent excellents d'ailleurs, qui sont faits par l'administration elle-même. La seule chose qui me frappe quand même un peu dans tout cela, c'est la disparition des parlementaires. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment il est nécessaire d'avoir 577 députés si tout se fait dans des commissions et si finalement le président de la République semble ne dialoguer qu'avec tel ou tel diable sorti de sa boîte, tel monsieur Attali, qui est d'ailleurs le physique de l'emploi, il est bien pour ça, je pense. C'est même probablement le meilleur choix à cet égard qu'on pouvait faire. Avec son col Mao, il est parfait. Voilà. On sait qu'on va dans la bonne direction. Le rôle des parlementaires, hélas, est un peu celui qu'on leur laisse. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient beaucoup de choix. Alors ils pourraient se débrouiller pour prendre davantage la parole et se mettre plus sur le devant de la scène. Il y a ceux qui n'ont pas les capacités de le faire, il y a ceux qui aussi ont peur de le faire parce qu'ils ont peur de la réaction du pouvoir qui pourrait leur supprimer leur investiture, leur faire perdre leur sinécure dans leur mairie ou ailleurs. Donc je crois qu'hélas, l'effacement du rôle des parlementaires, qui serait aujourd'hui fort utile, est dû à la fois au système et puis aux personnes qui sont à l'intérieur. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'ils se ressaisissent. Par exemple, ce matin sur Europe 1, j'entendais Claude Oazgen qui tenait contre M. Attali en disant voilà, tous ces experts, mais finalement on n'en a rien à faire de ces experts qui nous sortent des catalogues de mesures que tout le monde connaît. Donc il en a trouvé 314, il aurait pu en trouver plus et tout. J'ai trouvé que la charge de Claude Oazgen était parfaitement bienvenue. Oui, oui. Et de la même façon, il semble que les parlementaires ont demandé à Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même nouveau, de ne pas venir sur le terrain en campagne de peur qu'il leur fasse perdre leur mairie. Donc, et que le président de la République s'exécute, c'est qu'il y a un rapport de force qui peut éventuellement évoluer en fonction des circonstances. On peut toutefois s'inquiéter parce que ce qui manque quand même en France, c'est un véritable débat. Le débat que nous avons en ce moment sur H-Man TV, il n'existe pas ailleurs. Je ne veux pas dire qu'on ne met pas sur la table des studios de radio ou de télévision le problème de la dette, très peu d'ailleurs, ou le problème des erreurs américaines, enfin bref, l'ensemble des sujets qui sont actuellement dans l'actualité, mais de façon générale, il n'y a pas de relance. Quand quelqu'un évoque un sujet qui peut fâcher, c'est le silence général. Quant aux débats qui sont organisés de temps en temps sur les télévisions, ils sont des suites de monologues sans aucun dialogue entre les participants et le plus souvent un exposé de langue de bois puisque ce sont des politiques. D'ailleurs, on peut remarquer qu'au fond, les seules émissions à peu près intéressantes sont celles où ils n'interviennent pas de politique. C'est tout à fait dommage, c'est même le contraire de ce qu'il faudrait, parce que normalement les politiques sont là pour ça, mais ils sont incapables de nourrir un dialogue, si bien que l'opinion publique se trouve maintenant dans une situation de, je dirais non pas d'ignorance, parce que les gens sont quand même mieux informés qu'on ne le croit, mais d'absence de débat, et pour eux c'est très ennuyeux, comme pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas essayer d'évaluer les idées des uns par rapport à celles des autres, et donc le débat politique n'avance pas. Alors la question que j'aimerais vous poser maintenant consiste à savoir si nous sommes arrivés au fond au bout de la logique de ce régime, qui a été un régime d'effacement d'abord du pouvoir exécutif, constitution de la Ve République, puis ensuite d'effacement des citoyens, enfin, d'effacement des parlementaires d'abord, et maintenant d'effacement des citoyens. Où va-t-on dans ces conditions? Parce que, au fond, le pouvoir se retrouve tout seul et tout nu. Il est certain que la démocratie française n'est pas très vivante, très vivace. Elle souffre de l'oligarchie, la captation du pouvoir par l'oligarchie des énarques et de la haute fonction publique, qui a
mis la main sur le pouvoir. Alors c'est pas parce que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui de formation plutôt avocat qu'il n'est pas sous la coupe des fonctionnaires et des syndicats de fonctionnaires dont on voit qu'ils obtiennent beaucoup du pouvoir actuel, qui n'a pas réussi, par exemple, sur la réforme des régimes spéciaux. Il y a beaucoup d'années qui comptent comme des bonus, des bonifications, et donc finalement, les conducteurs de train et de ram qui travaillaient 48 ans vont peut-être travailler 52. Alors c'est un petit gain, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu qu'ils travaillent 67 ans pour être au même régime que... Jusqu'à 67 ans. Jusqu'à 67 ans, oui, pour être au même régime que les autres. Donc la démocratie française est en mauvais état. Alors les Français en sont partiellement responsables aussi, parce que certes les élites cherchent à conserver, celles qui sont en place cherchent à conserver le pouvoir et ne veulent pas rendre le pouvoir, parce qu'ils parlent un comportement logique. Par contre, de la part de la population, elle est particulièrement moutonnière quand même. Et il est assez étonnant de voir qu'ils ne font pas confiance aux médias. Donc dans une très grande majorité, 63% des gens qui estiment que les médias sont dépendants du pouvoir politique et de certains intérêts économiques, mais ils continuent quand même à regarder ces télévisions et il n'y a pas de... Ils ne se sont pas reportés vers d'autres supports plus iconoclastes. Bon, actuellement, le seul support un peu iconoclaste qui connaît une progression, c'est Marianne, qui dit des choses assez justes sur le comportement de Nicolas Sarkozy, mais qui par contre a un biais de gauche et qui propose des solutions qui n'en sont pas. Qui propose de maintenir le système, voilà, en faisant semblant de l'améliorer un peu. Mais bon, leur ton, disons, iconoclaste et plus rentre dedans, connaît un certain succès. Mais les autres, il n'y a pas d'autres médias qui soient capables d'avoir ce ton. Et donc la démocratie française ne marche pas bien. Et je suis étonné de voir par exemple la passivité des gens. Là il y a un problème de 6700 patients qui sont rappelés dans le Nord avec des problèmes de mammographie qui ont été mal lus par des personnels sous-qualifiés, de gens qui ont pu attraper des maladies par des examens dans leurs organes, et donc tout un tas de choses absolument horribles, et pas de réaction de la part de ces populations. Vous interrompt, mais là, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que, d'abord, c'est une affaire qui vient de sortir. Et deuxièmement, c'est une affaire sur laquelle j'invite chacun à la plus grande prudence. Alors, je ne connais pas le dossier dans le détail, mais j'ai connu je ne sais combien de dossiers dans le cadre de mes activités, et notamment dans le cadre d'expertise que j'avais pu faire, qui sont des dossiers que l'on présente immédiatement à la presse comme des dossiers absolument scandaleux et qui se révèlent finalement, pour reprendre l'expression de M. Chirac, faire pchit. Parce qu'en réalité, quand on présente ce genre de dossier, évidemment, le Français non informé se dit mais c'est épouvantable, on ne peut plus avoir confiance en personne, il y a des instruments qui ne sont pas stérilisés, etc. Bon, tout ceci est peut-être vrai, et peut-être en partie vrai, et peut-être faux également. Il faut attendre. Mais ce qui est certain, c'est que les organismes qui effectuent ces contrôles, en l'occurrence c'est la DAS, ou la DRAS plus exactement, sont des organismes qui ont tendance à se faire valoir, de même que chaque année, vous allez le constater encore probablement l'été prochain, il y a la guerre du chouchou. Alors la guerre du chouchou, c'est une des dernières guerres que la France puisse mener, c'est la guerre que mènent les services d'hygiène contre les beignets qu'on vend à la criée sur les plages, notamment à Nice ou dans la région de Nice. Et ce qui m'a toujours frappé, quand ce n'est pas la guerre du chouchou, c'est la guerre du ravioli chinois. C'est-à-dire, et dans tout cela, voyez-vous, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on n'a jamais signalé de gens qui soient morts d'un chouchou ni d'un ravioli chinois. S'il y en a, peut-être cela m'a-t-il échappé. Donc il faut faire très attention. Oui. Enfin, mais cela dit, on amuse le tapis, mais cela dit, il est vrai. À Épinal, il y a eu des irradiations qui, elles, sont bien réelles, tout à fait. Et à Toulouse également. Oui, donc il n'y a pas eu de mouvement de la population. Ou par exemple, on interdit l'amiante. Voilà, l'amiante. C'est des dizaines de milliers de personnes. 100 000 morts, dit-on. Voilà. Prévus. Donc,
je trouve la population française accepte beaucoup. Typiquement, les radars sont... il y a un nombre de points retirés de gens qui perdent leur permis qui est absolument énorme, mais il y a beaucoup de radars qui sont mal réglés. Le ministre, M. Bussereau, dit les gens n'ont qu'à prendre un avocat pour faire un procès à l'État. Ça coûte 5 000 euros, c'est une réponse qui est absolument scandaleuse. C'est à l'État d'avoir des nanomètres bien réglés. Enfin, et donc les gens subissent, alors de temps à autre, il y en a un qui va aller découper à la tronçonneuse, au chalumeau, un radar, mais enfin ce sont quand même des réactions très isolées, où par exemple, prenez le coup de l'interdiction de la cigarette, bon c'est très bien passé, et les gens sont pas là en train de dire moi j'en ai rien à faire, je vais la payer votre amende, qui viennent me coller sur mon amende et tout. Tout le monde arrête de fumer. Quelques isolés ici. Ouais, isolés, mais c'est rarissime. C'est un peuple de moutons, extrêmement comme disait le soumis. général de Gaulle, extrêmement soumis. Et le problème, c'est qu'il arrive que les moutons parfois deviennent enragés. Alors, ça n'arrive pas très souvent, mais ça pourrait arriver un jour. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si on donnait, par exemple, une consigne idiote, et on en a donné assez souvent, vous allez tous éteindre vos lumières, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, les gens le feraient. Tant il est vrai que les Français, après tant et tant d'années de soumission à un État qui devient chaque jour un peu plus tracassier, un peu plus oppressant, on finit par perdre l'idée même qu'ils pourraient se révolter. Ça me rappelle ce que me disait récemment un adhérent d'une des associations que je préside. Il disait que l'action que je mène est évaluée par beaucoup de gens comme une action positive, certains disent même courageuse, et d'aucuns de faire le commentaire suivant, oui mais en face il y a l'État, donc ça n'est pas possible. Voilà. Or, précisément, aucune action en France n'est possible si on ne s'attaque pas directement ou indirectement à l'État, puisqu'on s'attaque à des dispositions étatiques, et surtout à la non-application par l'État de ses propres règles. Enfin, c'est dire à quel point le milieu dont je vous fais état, c'est un milieu de profession libérale et, pour tout dire, de profession médicale. Enfin, il est vrai qu'avec le système conventionnel et tout le reste, ils sont devenus encore plus soumis que n'importe quel ouvrier métallurgiste. Oui, mais le problème des moutons, c'est que lorsque on leur demande de se précipiter sur du haut de la falaise, le premier y va, ils partent tous derrière, et ils se précipitent, et on a un peu l'impression que dans certains domaines, on a donné des mauvaises directions et que les Français, bêlants, se précipitent vers un destin qui pourrait être sombre. Et on peut penser, parce que s'il y a ces affaires d'explosion financière internationale, et puis ensuite des agences de rating qui mettent la pression sur des États qui sont mal gérés, et l'État français l'est, et bien demain il n'y aura plus d'argent à distribuer aux banlieues. On a vu quand même que beaucoup considèrent qu'on achète la paix sociale à grands coups d'allocations et de dépenses sociales en tout genre. Que se passera-t-il au moment où on n'aura plus d'argent à déverser sur les banlieues? Je laisse aux téléspectateurs le soin d'imaginer ce qu'il se produira. Et donc, on peut également attendre, savoir quelle sera la réaction à cette affaire qu'a révélée aujourd'hui, je crois, c'est Libération, racontant, je l'ai entendu à la radio, racontant qu'un Africain polygame, vivant en France et affligé du sida, s'est marié pour une troisième ou quatrième fois, je ne sais pas, avec une femme qui est sans papier également, et qui, étant stérile, donc incapable d'avoir des enfants, a demandé à bénéficier d'une fécondation artificielle, et le comité d'éthique s'est réuni et l'a accordé. C'est-à-dire que l'éthique en France, ça consiste à permettre à quelqu'un qui a le sida et qui est soigné par la collectivité, donc de donner naissance par fécondation artificielle à un enfant qui va devenir français. Alors le seul problème un peu rassurant, si je puis dire, ou le seul point rassurant, c'est que les techniques actuelles permettent quand même d'éviter de contaminer l'enfant dans ce cas-là. Mais on peut se demander vraiment où on en est. Parce que, voilà, ce sont des dépenses qui sont énormes. Des dépenses énormes et dans un système qui est en faillite sur le plan moral. Avec des gens qui n'ont rien à faire ici, on va dépenser des fortunes sur le plan individuel, mais c'est l'ensemble de la collectivité dont on va réduire les dépenses, on va rogner les remboursements des petites mamies on va leur supprimer tel ou tel
médicaments utiles en considérant que c'est à elle dorénavant de les payer, ou petite mamie ou jeunes Français qui... Et donc tout cela a un coût et on a l'impression que plus personne ne maîtrise la globalité des coûts et qu'on se met à larmoyer sur un cas individuel qui est certes dramatique, mais on en oublie la collectivité, le coût, la notion de coût. Et donc c'est une société qui ne sait plus compter et c'est une société qui ne sait pas lire. Et donc en général, ces sociétés-là n'ont pas de destin très glorieux. Alors effectivement, on peut se demander à ce stade de notre conversation si, au fond, nous ne souffrons pas d'un problème de chef. Alors je m'empresse de dire que par chef, je n'entends pas quelqu'un qui viendrait nous dicter notre conduite, mais quelqu'un qui se présenterait devant les Français avec un programme, un vrai, ce qui n'a pas été le cas de M. Sarkozy. Il a bien eu un programme de caractère général. La rupture, les gens l'ont à peu près comprise, mais il n'y avait rien dans le programme, en tout cas, qui puisse justifier le mot de rupture. Et on s'en aperçoit maintenant, puisqu'il a fallu faire appel à je ne sais combien de commissions, de hautes autorités et d'experts de toute nature pour essayer de définir un programme qui, 9 mois après l'élection, n'est toujours pas en place. Mais je pense que ce dont nous avons besoin en France actuellement, et ce qui est terrible à dire, c'est que c'est allé très vite, c'est d'un véritable président de la République, parce que on sent bien que M. Sarkozy, manifestement, est en dessous de sa mission. Reprenez par exemple un homme qui a beaucoup apporté à son pays, Ronald Reagan. Bon, naturellement, on a dit que c'était un acteur de seconde zone, etc. Enfin, il n'avait pas été qu'un acteur de seconde zone, ça avait été un responsable syndical et il avait surtout pensé beaucoup par lui-même. Eh bien, dans les mémoires de Greenspan que j'ai déjà cités, celui-ci, qui a été nommé d'ailleurs par Reagan président de la Réserve fédérale, raconte 2 anecdotes très intéressantes où les propos tenus par Reagan étaient vraiment ceux qu'on souhaiterait voir tenir par un président français. Il disait, lorsque l'État n'a de justification que dans la mesure où il nous protège les uns des autres. Quand il cherche à nous protéger de nous-mêmes, il sort de ses fonctions. Là, vraiment, illustration immédiate. Deuxièmement, lorsqu'il a mis en œuvre, immédiatement après son élection, son plan de réduction des dépenses publiques, il a pris soin de prendre 2 précautions. La première, c'est de nommer un jeune expert d'ailleurs, qui était chargé de préparer le truc, qui s'appelait David Stockman, et qui a eu pour mission de préparer des coupes claires dans le budget, de manière à ce que tout soit prêt avant que le gouvernement ne soit nommé, de façon à ce qu'il soit mis, non pas devant un fait accompli, d'ailleurs il avait le droit de le faire, il était élu président, mais devant une situation dont il devait se tenir pour acquis qu'elle était fixe et définitive. Et lorsque Greenspan raconte qu'il a eu évidemment à travailler avec Stockman, celui-ci n'était doté au fond que d'une seule véritable consigne: David, êtes-vous certain que tout le monde paiera? Il ne doit y avoir aucune exception. Et ça a marché, parce que quand vous commencez à faire un plan pour les uns et un plan pour les autres, vous finissez par faire un plan pour votre voisin de palier, un plan pour celui du dessous, alors qu'en réalité, et je crois que la situation française l'exige maintenant, nous avons tous collectivement failli, même si certains sont plus responsables que d'autres, il faut qu'on paye ensemble, et qu'on paye la même chose. C'est d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de plan d'ensemble et de réforme majeure que les Français, du coup, s'accrochent à leurs petits avantages. Et on ne peut pas véritablement reprocher à des corporations de s'accrocher à leurs avantages, puisqu'il n'y a pas de vision claire, de direction, de grandes réformes. Bon, si on avait dit tous les régimes de retraite dorénavant seront calculés de la même façon sur les 25 meilleures années, vous toucherez 50, je ne sais pas quel pourcentage de votre retraite, vous le prendrez après tant d'années d'activité, etc. Là, tout le monde aurait pu dire, bon, bah, c'est un système, peut-être que je vais y perdre, mais au moins il est juste, et puis c'est une réforme globale. À partir du moment où on ne fait pas ça, où on dit oui, vous allez quand même avoir un système dérogatoire, et puis alors là, on va laisser les uns et les autres, bah, chacun se dit, mais attendez, pourquoi moi ferais-je les frais de la réforme? Je veux garder mon privilège. Certes, c'est un privilège, mais je ne vois pas pourquoi je le sacrifierais au profit d'autres qui eux-mêmes ne seront pas soumis à des règles du plus grand nombre. Et donc, je crois que c'est une erreur qu'a commis Nicolas Sarkozy. On peut lui reprocher
bon, pendant sa campagne, il aurait fallu qu'il dise qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. En fait, il n'y en a qu'un seul qui le disait, c'était Jean-Marie Le Pen. Tous les autres, et un peu François Bayrou aussi, qui disait attention, nous sommes quand même dans une situation très préoccupante. Mais les deux principaux candidats, qui étaient Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, n'ont pas évoqué ces problèmes-là. Peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle ils se sont retrouvés en tête au soir du premier tour, et la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a été élu. C'est-à-dire qu'il a promis une revalorisation des petites retraites, il a promis le droit au logement, il a promis tout un tas de choses, tout en sachant bien que les caisses étaient vides. Par contre, il ne pouvait pas prévoir véritablement que le crack se produirait à ce moment-là. Ça, c'est un manque de chance. C'est comme la défaite de l'équipe de France de rugby. Il allait à Shkoumoun, Jacques Chirac remporte la Coupe du Monde de foot. Lui, il perd lamentablement la Coupe du Monde de rugby, mais sous son air. Enfin, c'est pas lui, il n'y est pour rien. C'est comme la hausse des matières premières. Nicolas Sarkozy n'y est pour rien, ou la hausse de l'euro. Donc il y a une conjonction de facteurs qui fait qu'il arrive dans une situation extrêmement difficile. Il est probable qu'il n'a pas suffisamment réfléchi à la question. Mais je dirais il est assez à l'image de l'ensemble des élites françaises qui ne se sont pas assez remises en cause, n'ont pas assez remis en cause le système. Et donc effectivement, il n'y a pas de grandes mesures qui ont été prises, de réduction des impôts et de réduction de la dépense publique et sociale, ce qui devrait s'imposer. Et qu'est-ce qui arrivera un jour à imposer cette potion amère sur le coup, mais qui nous permettra de rebondir? Alors ça, l'avenir le dira, et y aura-t-il seulement un moment où la France pourra rebondir? Rien n'est dit. Attali, dans ses propositions, suggère que l'on pourrait abaisser les dépenses publiques d'1 point de PIB chaque année. Donc, pour nous ramener au niveau de l'Allemagne, il faudrait 9 ans. Or, l'Allemagne n'est pas un pays très lointain avec lequel nous ne commerçons pas. C'est notre principal client, principal fournisseur. Donc, nous avons 9 points de PIB de dépenses publiques de plus que l'Allemagne. Et ça n'est pas en 9 ans qu'il faut le faire. Il faut le faire en 2 ou 3 ans, de manière à ramener la compétitivité française à des normes acceptables. Elle l'était jusqu'à présent, jusqu'à une date non pas récente, mais enfin, quand on avait 5 à 6 points de différence, ça se dissimulait quand même derrière toute une série de statistiques qui pourraient paraître moins accablantes qu'actuellement. Mais aujourd'hui, on va afficher dans les heures qui viennent 40 milliards de déficit commercial d'euros, alors que l'Allemagne va approcher, je crois, les 200 milliards d'excédents. Ça n'est pas tenable, une situation pareille, parce qu'on ne peut pas avoir la même politique, alors que nous sommes dans la même zone monétaire, lorsqu'on a de telles différences de situation. C'est pourquoi je pense que M. Sarkozy serait bien inspiré de ne pas prendre les propositions Attali, non pas seulement au pied de la lettre, mais d'aller beaucoup plus loin et de faire en sorte de ramener très vite la compétitivité française à des niveaux acceptables. Ah oui. Et c'est cela que les Français aussi ont peut-être du mal à mesurer, c'est la différence entre nous et les autres, et même les autres pays européens. Donc il faut prendre nos cousins européens, les pays les plus proches, qui sont issus de civilisations qui sont semblables, qui ont des systèmes sociaux qui sont tous quand même non négligeables et relativement développés, qui recourent tous à l'État-providence, mais tous ces États sont beaucoup mieux gérés que l'État français. Prenons le cas de pays plus socialistes encore que nous, bien qu'ils aient voté pour des libéraux et qui sont en train d'aller en sens inverse actuellement, mais les Suédois, tous les cheminots suédois prennent dorénavant leur retraite à 67 ans et ont le même mode de calcul que les gens du privé. Et donc il aurait fallu appliquer cette réforme-là au personnel de la SNCF. C'était comme ça. La SNCF perd tellement d'argent, donc il aurait fallu dire la réalité. Or, on a très sous-évalué la difficulté de la réalité. Alors je crois que cette classe politique va être rattrapée par les difficultés, et on va voir comment elle s'en sortira. Il y a certainement des gens qui sont de bonne volonté, il y a des gens qui sont sérieux au sein du gouvernement, il y en a d'autres qui le sont moins, qui sont plus dans le domaine du bluff. Parmi ceux-là, nous rendons une nouvelle fois hommage à M. Woerth et à sa maîtrise exceptionnelle, à sa maîtrise sans faille de la dépense publique, 40 milliards de déficit.
Mon cher Jean-Christophe, merci de nous avoir éclairé de vos lumières. Je crains, hélas, que nous n'ayons à faire appel à vous assez souvent dans les semaines ou les mois qui viennent, parce que les lumières vont être bien nécessaires dans l'obscurité qui s'abat sur notre pays. Et en attendant, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie de nous avoir écoutés. Gardez malgré tout confiance. Après tout, l'avenir sera peut-être plus rose qu'on ne le pense, en tout cas plus gai, si vous n'aimez pas la couleur rose. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt, et vive la France!